This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. Here are the top 3 reasons to use Stamps.com to manage your business's mailing and shipping. Number 1, save time and money. If you're a lawyer, accountant, realtor, or any profession that requires sending a lot of stuff, your time equals money. Number 2, it's simple and easy to use. Stamps.com makes it easy to track all your mailing and shipments, manage contacts, and report on how much you send and spend all in one place. You can also schedule free package pickups instead of leaving your office to wait in line. Number 3, reliability. More than 4 million customers have trusted Stamps.com. They've been in business for 28 years, and on average, they print over 380 million pieces of postage each year. Let Stamps.com do what they do best, so you can put time and money back into what you do better. Go to Stamps.com/audio to sign up for a special offer. There's no contract required, and you can cancel anytime. That's Stamps.com/audio. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu. La draft n'est plus qu'à quelques jours. Nous arrivons dans les derniers podcasts. Victor Roulier au micro, j'ai le plaisir de vous présenter un épisode spécial defensive back, donc cornerback et safety. Et pour m'accompagner, c'est la reconstruction du duo originel des podcasts draft, puisque je suis avec Jean-Michel. Bonjour à toi Jean-Michel. Bonjour Victor, oui, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Et évidemment, pour t'honorer, j'ai eu une demi-heure de retard et tu m'as attendu et je te remercie pour cela. Jean-Michel, on va pas perdre de temps. On va aller tout de suite parler de nos amis. Alors tout d'abord les cornerbacks parce que il y a quand même un joueur dont moi j'ai très envie de parler parce qu'il est très très haut chez moi. On va voir si c'est le même cas chez toi. On va commencer par un joueur qui s'appelle Jadae Baron. La question c'est est-ce que c'est un joueur du top 15? Jadae Baron, c'est un cornerback polyvalent. Vous avez aimé Brian Branch. Vous avez aimé Cooper DeJean, vous aimez ces joueurs capables d'évoluer à toutes les positions, eh bien c'est à nouveau un couteau suisse qui s'offre à nous. Jean-Michel, est-ce que pour toi, ce poste de slot cornerback, qui n'existait pas il y a encore 15 ans et qui est devenu maintenant un incontournable, est-ce que c'est pas devenu quasiment aussi important que cornerback extérieur? Et du coup, est-ce que Jadae Baron, c'est un slot cornerback seulement ou un cornerback qui peut jouer à l'extérieur? Non, mais dans tous les cas, de toute façon, comme tu le dis, c'est un titulaire maintenant. Et voilà, depuis quelques années, c'est un titulaire, le nickel cornerback, celui-là qui évolue à l'intérieur du terrain, c'est un titulaire au même titre que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, quand tu construis une escouade, allez, tu cherches d'abord, c'est vrai, quand même, un cornerback extérieur, numéro un, qui va te prendre le meilleur receveur adverse sur l'extérieur, d'accord, ok. Mais quelque part, même si le cornerback numéro 2 à son opposé est très important, franchement, je suis manager. D'abord, je me concentre ensuite, après le numéro un sur le nickel. Et après, j'irai voir pour le numéro 2 quoi. C'est devenu très, très important. Oui, c'est en général la position qui fait les interceptions, hein, puisque c'est celui qui a, on va dire, un peu plus de liberté et qui peut se permettre de venir vraiment court-circuiter certains lancers. Alors du coup, notre cher ami Baron, moi je dis, pour moi c'est un top 15 de draft. Est-ce que tu partages cette opinion et parle-nous un peu du joueur et quand même de ses, je pense, quand même nombreuses qualités, quelle que soit ton évaluation. Bah, les qualités du joueur, c'est simple, on va les résumer en ce que tu as dit, Brian Branch, voilà. C'est-à-dire, ou même Cooper DeJean, ça correspond aussi. Un joueur qui sait tout faire, qui sait tout faire. Il a joué longtemps la position qu'on appelle star. Voilà, par exemple, c'est une position qu'occupait à une époque Minka Fitzpatrick à Alabama. Voilà,
Il faut des qualités de plaquage, il faut des qualités d'intelligence de jeu, il faut des qualités en couverture, il faut des qualités pour aller en blitz, faut toutes les qualités. Voilà, quand tu es un joueur complet, que tu peux faire un petit peu de tout, ben, du coup, c'est très très intéressant pour un coordinateur défensif parce que d'un jeu à l'autre, par rapport à ton adversaire et ses spécificités, mais aussi par rapport à un moment du match, par rapport aussi à ce que tu veux faire par rapport à l'adversaire, à le feinter. Avoir un joueur comme ça qui est vraiment un peu ben, sur un échiquier, c'est une pièce que tu peux bouger de diverses façons. Du coup, c'est vraiment très très intéressant. Donc, ouais, c'est vraiment un très bon joueur. Ses qualités, ben, intelligence, voilà, on l'a dit. Après, oui, là, il manque peut-être un petit peu de gabarit, tout ça. C'est sûr que si tu le mets à l'extérieur face à Mike Evans ou Drake London, ou même DK Metcalf, ou même Edgy Brown qui est très costaud, il aura peut-être un petit peu plus de mal. Mais tu vois, je disais que son début de cursus enfin, la majorité de son cursus à Texas, il a joué cette position un petit peu hybride où il faisait un peu de tout. Et puis l'année dernière, il était surtout utilisé en cornerback extérieur. Il continuait à faire aussi un petit peu plusieurs choses, mais surtout à l'extérieur. Et il a été très bon. Il a été très bon. Donc pourquoi pas pour la NFL être très bon? Et évidemment, parce que c'est quand même le plus recherché, le cornerback extérieur, c'est ça qui va déterminer ou non s'il va être pris dans le top 15 ou pas parce que c'est quand même la priorité. Moi, je pense que c'est possible quand tu vois des équipes comme San Francisco, comme Dallas, comme Atlanta, qui a un besoin, tu vois. Mais même Dallas, par exemple, je le mettrais plus en nickel. Ils ont perdu Jordan Lewis. Après, moi, je le vois plus vers la vingtaine. Green Bay, Minnesota, les Rams. Mais dans tous les cas, c'est un très bon joueur. Oui, peut-être que la Ligue a retenu justement la leçon de Branch et Cooper qui ont été pris dans les 40 par là et qui vont arrêter quand même de faire tomber ce type de profil. On va parler d'un autre cornerback qui, lui, peut-être est par nature le cornerback star de cette QV. C'est Will Johnson. Will Johnson, c'est 1,83 m, c'est 88 kilos. C'est un joueur extrêmement, je dirais, soudain. C'est un joueur extrêmement beau à voir jouer. Il est très fluide, je trouve, même si dans certains domaines, notamment le press, etc., il pourrait s'améliorer. Ça reste quand même, je pense, de loin le cornerback traditionnel le plus complet. Pour toi, Jean-Michel, c'est forcément le cornerback qui va partir en premier dans cette draft? Forcément, ça dépend des systèmes. Donc non, forcément non. Et puis il y a surtout notre limite qu'on va évoquer. Mais sinon, au départ, oui. Parce que il a cette taille, parce que il a cette fluidité quand il fait sa course à reculons, puis qu'il se retourne, parce qu'il a une grande intelligence de jeu, il a vraiment de très bons instincts pour attraper les ballons, défendre des passes, mais aussi faire des interceptions. C'est vraiment voilà la recrue 5 étoiles qui arrive dans un très gros programme qui s'impose d'entrée. Et là, tu te dis, bon, ben voilà, c'est un cornerback pour le top 5. Donc, il a vraiment le profil idéal. Oui, je trouve que c'est un joueur qui, il y a avoir le physique et il y a utiliser son physique. Je trouve que il est très intelligent dans toujours mettre son corps en bonne position, être toujours en opposition de la bonne manière. Ce qui fait que 8 fois sur 10, il va faire le jeu et que quand bien même le receveur arrive miraculeusement à attraper la balle, bah, ça s'arrêtera là. Il va pas se mettre en difficulté, il va pas prendre un pari insensé. Donc je trouve que là-dessus, il est assez bon. Mais tu disais, il y a des limites, des choses qui font peut-être un peu douter. Je vais te laisser nous en parler parce que c'est, sans aller dire jusqu'à dire clivant, c'est un joueur que certains auront peut-être un petit peu plus bas dans leur board. Oui, oui, ben écoute, si tu veux bien, je vais y aller par ordre décroissant. Pour moi, la troisième limite, c'est ben, il a surtout de l'expérience en système de zone. Et donc, c'est très très bien le système de zone. C'est beaucoup utilisé à NFL. Mais pour jouer en homme à homme, vraiment, ce qu'on appelle en presse, etc. Alors, je dis pas qu'il peut pas le faire, bien sûr qu'il peut le faire, mais il est meilleur en système de zone. Voilà, moi je trouve. Ensuite, en numéro 2, ben, il manque un poil de vitesse. Voilà, il manque un poil de vitesse. C'est pas le plus rapide des cornerbacks. Il est pas lent, attention, mais c'est pas le plus rapide. C'est pas le meilleur des plaqueurs non plus. Mais la toute première des limites, ben, c'est la blessure qu'il a eue en 2024.
Et quand je parle de blessure, c'est évidemment les séquelles que tu peux avoir sur tes qualités athlétiques, même si on a vu là dans le processus pré-draft, il est bien revenu, il s'entraîne normalement, etc. Mais c'est aussi une blessure qui t'empêche de confirmer en 2024. C'est-à-dire que Will Johnson, avant la saison 2024, on se disait, bon, ben lui, il peut être top 5 parce qu'il est très bon et que la position est importante, et au pire, il est top 10. Sauf que ben, il n'a pas pu montrer sur le terrain, il n'a pas pu montrer qu'il continuait d'avoir une courbe de progression comme ça, ascendante. Et donc, forcément, ça génère un petit peu des doutes. C'est pour ça que je pense qu'il peut glisser. Après, il glissera quand même pas très loin. Oui, je pense que on en parlait lors de la mock avec Cyprien, je crois, sur Morrison. Les cornerbacks et les blessures, c'est toujours un peu compliqué. Donc, il y a un côté pari. On se souvient de l'ancienne Eagles, comment il s'appelait? Sidney Jones, si je dis pas de Oui, bêtises, qui était un joueur du top 15, choisi au deuxième tour parce que blessé. On s'est dit, ah, la bonne affaire, etc. Et finalement, il s'est jamais remis de sa blessure. Il s'est jamais remis de sa blessure. Donc c'est vrai que au poste de cornerback, ça fait peur parce que c'est paradoxal, mais les gros bonhommes, bon, ils se font les ligaments, ils reviennent, ils sont toujours aussi balèzes et souvent ça se passe bien. Au niveau des cornerbacks, si tu perds cette rotation du corps, si tu perds cette explosivité, surtout pour un Will Johnson, tu as dit, je sais pas s'il manque de vitesse, mais en tout cas, il manque d'accélération. C'est-à-dire vraiment passer de 0 à 100, comme on dirait dans les sports mécaniques. Donc c'est vrai que il y a un petit pari physique. Je pense que c'est assez évident sur le joueur. Ça reste un joueur que beaucoup de monde va aimer. Mais il y a évidemment un petit pari là-dessus. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. Here are the top 3 reasons to use Stamps.com to manage your business's mailing and shipping. Number 1, save time and money. If you're a lawyer, accountant, realtor, or any profession that requires sending a lot of stuff, your time equals money. Number 2, it's simple and easy to use. Stamps.com makes it easy to track all your mailing and shipments, manage contacts, and report on how much you send and spend all in one place. You can also schedule free package pickups instead of leaving your office to wait in line. Number 3, reliability. More than 4 million customers have trusted Stamps.com. They've been in business for 28 years, and on average, they print over 380 million pieces of postage each year. Let Stamps.com do what they do best, so you can put time and money back into what you do better. Go to Stamps.com/audio to sign up for a special offer. There's no contract required, and you can cancel anytime. That's Stamps.com/audio. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On va ouvrir un chapitre safety. Parce qu'il y a 2 joueurs qui, intrinsèquement, mériteraient certainement le premier tour, mais compte tenu de la valeur de la position, ne sont pas assurés d'y être. On va commencer par celui qui est le plus flashy, celui dont vous avez forcément entendu parler, parce qu'avant le début de la saison, il était quasi unanimement considéré comme le safety numéro 1. On va voir si c'est toujours le cas. C'est Malachi Starks. Malachi Starks, c'est 1m86, 93 kg. C'est un joueur qui est très bien construit, hein, pour le coup, pour le poste de safety, qui a une belle, on va dire, un bel aimant à ballon, même s'il faudrait qu'il les attrape et qu'il ne les dévie pas parfois. Mais ça reste un joueur qui a une belle intelligence, qui est quand même assez rapide, qui peut jouer dans la profondeur du terrain, qui est quand même assez, on va dire, agile, soudain dans ses changements de direction. Pour autant, cette année, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai trouvé notamment qu'il avait, peut-être qu'il se voyait un peu trop beau et que de temps en temps, il prenait des risques inconsidérés qui ont coûté quand même des gros gains à son équipe. On en est où sur Malachi Starks aujourd'hui, Jean-Michel, après une saison
mi-figue, mi-raisin, on va l'appeler comme ça, par rapport au niveau qu'on attendait de lui, évidemment. Est-ce qu'on considère toujours que c'est un top safety ou est-ce qu'on a un petit peu de doute qui est né? Oh, je sais pas s'il y a vraiment des doutes parce que oui, c'est vrai que la courbe de progression n'était pas aussi spectaculaire. Je me rappelle son tout premier match il y a 3 ans. Il jouait d'ailleurs surtout cornerback. Il joue contre Oregon. Paf, il intercepte Bonix. Vraiment un phénomène. Et puis depuis 3 ans, c'est quand même le meilleur de ces arrières défensifs de Georgia, alors qu'il y en a un paquet qui depuis sont sortis à NFL, tous les Bullard, les Tyke Smith, les Lassiter, etc. Et c'est quand même lui le leader parce que le meilleur, le plus complet, il sait un petit peu tout faire. Cette année, il a surtout joué safety, mais il peut jouer aussi nickel cornerback. On parlait de Jadeb Barron, il peut lui aussi être aligné dans un rôle comme ça, un petit peu hybride. Vraiment intelligence de jeu, il est plutôt vif dans les petits espaces. Moi, je pense que quand même, il coche beaucoup de cases. Pour moi, ça reste quand même le numéro un. Alors, je pense que son plafond n'est pas des plus élevés, mais par contre, son plancher est tellement solide que pour moi, il sort pas du premier tour. Oui, moi, en fait, ce que j'aime bien, et on va y revenir, c'est la limite principale du deuxième profil, mais ce que j'aime bien avec Malachi Stark, c'est que on sait que le poste de safety, ça veut en fait rien dire. Selon le système dans lequel vous êtes, on peut vous demander de faire des choses très différentes. Très différentes. Et Malachi Stark, il peut un peu tout faire. C'est-à-dire que sur la défense profonde, il peut le faire. Mettre les mains dans le cambouis, aller dans la boîte, il peut le faire. Jouer latéralement et pas en profondeur, il peut le faire aussi. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est quand même que quel que soit le système, même si peut-être que c'est plus, est-ce que ça existe encore, mais peut-être plus un free safety qu'un strong safety, si tant est que la distinction existe encore. Mais c'est vrai que ça reste un joueur, je trouve, où tu es plus confortable de te dire, il s'adaptera à notre système quoi qu'il arrive. Et pour répondre à ça, finalement, les deux sur un terrain, ils seraient peut-être parfaitement complémentaires l'un avec l'autre. Pour répondre à ça, on a un joueur qui a quand même explosé cette année, qui s'appelle Nick Emanwori. Nick Emanwori, dans l'histoire du Combine, depuis 1987, c'est le safety le plus athlétique qu'on ait jamais vu. Tout simplement. Il est numéro un. Il n'y a pas d'autre problème. Il est numéro un. C'est un athlète absolument incroyable. C'est un joueur vraiment dans la boîte et autour de la boîte. C'est un monstre absolu. C'est un joueur très intelligent qui comprend très bien le jeu. Malgré tout, Jean-Michel, est-ce que c'est un vrai safety dans le sens où est-ce que c'est pas plus un joueur de boîte, une sorte semi-linebacker, semi-safety, et du coup, ce qui limiterait peut-être lui une sélection au premier tour parce que sur le grand terrain, là, ça serait peut-être sa principale limite. Oui, oui, ça peut, oui. Et puis surtout, on a vu d'autres exemples. On pense à Isaiah Simmons, par exemple. Alors, c'est un profil différent parce qu'il est un peu plus dans la couverture, alors qu'Eman Mori est plus costaud. Mais oui, on se demande finalement quelle sera sa meilleure position en NFL, mais quelque part, les positions sont parfois hybrides. Si tu regardes, je sais pas, mettons Minnesota qui joue beaucoup avec trois safeties, donc tu as toujours des safeties alignés de façon différente, et donc un Eman Mori, si tu l'envoies plus dans la boîte, eh ben, c'est pas gênant. Et oui, quelque part, comme tu disais, si les deux Starks et Eman Mori étaient alignés ensemble, ça pourrait faire un super duo. Ça pourrait rappeler, par exemple, ce fameux duo de Seattle où tu avais un Earl Thomas qui, lors de son NFL Combine, n'avait vraiment pas montré de grande qualité athlétique, mais son intelligence de jeu a fait que c'était un super safety. Et à côté de lui, tu avais un monstre athlétique en Cam Chancellor qui, lui, allait dans la boîte, etc., mettait vraiment des taquets à tout le monde. Et donc, quelque part, Emmanuel Ruiz, c'est plus ce joueur-là. Alors, je le réduis pas à juste une dimension physique. Il a fait des interceptions, il comprend les lignes de passe, etc. Mais forcément, si tu recherches un safety très fluide de mouvement pour faire surtout de la couverture, ben, c'est pas Emmanuel Mori. Ça va être plus Starks, par exemple. Mais par contre, c'est un joueur vraiment très intéressant. Un coordinateur défensif un peu créatif pourra s'en servir de diverses façons. Comme on le disait tout à l'heure, projet des Barons, varier les alignements, que ce soit d'un adversaire à l'autre ou même dans un match, suivant le moment du match, suivant le match-up favorable, etc. Ben, c'est, voilà, lui aussi sur un échiquier, c'est un joueur très intéressant. Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Moi, tu vois, si je devais dire un développement idéal pour Nick Emmanwori, même si c'est pas exactement le même corps, hein, mais il faudrait qu'il devienne une sorte de Malcolm Jenkins. Ce joueur bon, au début, Jenkins, on en a parlé comme cornerback, mais en vrai, il a fait sa carrière en safety. Ce joueur safety qui est un peu le deuxième safety, mais le troisième linebacker en même temps. Donc pour moi, c'est ce genre de plafond que j'aimerais voir chez lui. C'est pas exactement le même corps, il est plus athlétique que Jenkins. Mais ça va être intéressant. Je pense aussi que, paradoxalement, il doit mieux tacler que ce qu'il, enfin mieux plaquer, pardon, j'ai fait un anglicisme, que ce qu'il fait. C'est-à-dire que parfois, tu le vois faire vraiment des loupés de concentration avec le corps qu'il a et les bras qu'il a. Il y en a aucun qui doit s'échapper. Il y en a aucun qui doit s'échapper. Je pense que c'est ultra important. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça sera peut-être un profil un peu plus limitant. Tu vois, si je prends un exemple, je pense que tu as totalement raison que aux Vikings, il aurait totalement sa place. Genre, dans ce système qui est quand même très particulier, je suis sûr qu'il brillerait à mort. Les Eagles, par exemple, pardon d'être un peu centré, mais qui cherchent un remplaçant à CJ Garner-Johnson, bah, t'as envie d'un Starks pour remplacer Garner-Johnson. T'as pas envie d'un Eman Worry. Donc ça va être intéressant à voir voilà, de ce dont les équipes ont envie, de ce dont les équipes ont besoin. Par exemple, typiquement, on va dire un Jevon Holland, lui, par contre, il serait très content d'avoir un Eman Worry à côté de lui. Donc ça pourrait faire partie des joueurs intéressants. Donc voilà, c'est évidemment deux profils intéressants. On est d'accord pour dire que le plus probable, c'est Starks au premier tour et Emmanuel au deuxième? Oh, oui, moi, pour moi, Starks, il est au premier tour. Il y a trop d'équipes qui pourraient vraiment l'utiliser. Donc, que ce soit les Vikings, que ce soit Baltimore, que ce soit, il y en a plein en fin de premier tour. Mais Manwori, quand même, il propose un package tellement comme ça, complet, soudain, avec un gros plafond que, non, moi, je pense qu'il part aussi au premier tour. Et également en fin de premier tour. Mais je pense que les deux, ils vont au premier tour. Je pense que Emmanuel part au début de second tour. Et pour Mike Stark, je vous annonce qu'il part à Buffalo. Voilà. Ah, Un petit pari comme ça, tu sais. C'est si ça n'arrive pas. Personne ne se souviendra de ce podcast. Si ça arrive, je vais en faire un petit clip et je pourrais dire voilà. sur tous les réseaux sociaux, j'avais raison, tu vois. C'est C'est ça ça. qui est important à faire. On va partir sur un dernier profil cette fois on revient au niveau des cornerbacks. Là encore, grosse blessure. J'ai l'impression que c'est le thème de l'année, hein. Les cornerbacks blessés, de toute façon, et que ça. C'est un profil que j'aime beaucoup pour le coup. C'est Shavon Revel. Shavon Revel, alors, si vous regardez les vidéos, c'est un athlète incroyable, ultra explosif, ultra rapide, des super mains, des mouvements de pied magnifiques, vraiment magnifiques. Par contre, du coup, bah, grosse blessure pour lui. Est-ce que c'est pas le pari ultime? Parce que s'il retrouve son explosivité, tu vas le prendre au deuxième tour et tu vas dire, ouais, c'était un top 15. Par contre, s'il retrouve jamais son explosivité, bah, t'as gâché un deuxième tour. Eh oui, c'est le profil excitant par excellence parce que il est grand, il a de l'envergure, il a une bonne vitesse pour son gabarit, il intercepte des ballons, donc tu te dis, ouais, c'est vraiment mon cornerback numéro un. Mais effectivement, il y a des limites, et les limites, ben oui, la blessure, forcément, la blessure, ça interrompt comme ça une marge de progression, et tu te dis, qu'est-ce que ça va donner en NFL? Ensuite, tu as aussi le niveau de compétition. Je veux dire, sans manquer de respect, East Carolina, il n'a pas affronté des adversaires de fou malade. Et puis, il a 24 ans. Voilà, il a 24 ans. Je veux dire, ben, pour moi, c'est très jeune, 24 ans, c'est pas la question. Mais pour un staff NFL, forcément, si tu prends plutôt un Azarieh Thomas qui a même pas 21 ans, ben, tu te dis 3 ans de moins, une marge de progression plus importante. Donc, du coup, je vais pouvoir le faire travailler et ça va donner quelque chose de mieux que quelqu'un qui a déjà 24 ans et qui a donc déjà comment dire, des défauts qui sont un peu ancrés, qui vont être plus difficiles à changer, à coacher, etc. Donc, ben voilà, il y a trois limites, quoi. Il y a la blessure, le niveau de compétition et puis son âge. Après, moi, je trouve que ça serait un beau pari, mais là, du coup, franchement, pour moi, c'est un pari du second tour. Au premier tour, c'est toujours possible. Une équipe craquer, tomber amoureuse, dire lui, voilà, si tout se passe bien, ça va être un monstre, et ça pourrait, hein. Mais je pense que, étant donné les trois limites que j'ai énoncées, c'est plus du second tour.
Oui, ouais, je pense en soi que tu as raison. Quand même, East Carolina, si je dis pas de bêtises, c'est Chris Johnson, hein. Si je dis pas de bêtises, qui joue à East Carolina, mais bon, belle, on va dire belle legacy. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, il a tout du pari ultime. Il a le côté blessure, le côté adversité. Il y a vraiment, parce on le sait, c'est pas du bashing par rapport au helmet, mais je veux dire, Quinion Mitchell qui vient de Toledo, ça a réussi. On verra s'il réussit plus loin dans sa carrière. Malheureusement, on voit aussi beaucoup de joueurs qui ne réussissent pas. À l'inverse, il y a certains joueurs qui sont peut-être draftés par rapport au nom de leur université, mais ça, c'est un autre problème. Et évidemment, je ne dis pas ça parce que Jean-Michel est en train de boire son café dans une tasse à Alabama. Euh, mais c'est vrai que ouais, Chavon Revel, c'est vraiment le pari ultime. Donc, si vous le prenez, vous lancez une pièce. Si c'est pile, vous gagnez. Si c'est face, c'est perdu. Non, mais tu vois, Victor, le niveau de compétition, c'est vraiment pas une question d'helmet, mais c'est qu'un gars comme Starks qui joue à Georgia, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il avait un staff d'entraîneurs parmi les meilleurs du pays, et excusez-moi, un meilleur qu'à East Carolina, donc déjà bonne formation. Ensuite, il a affronté que des gros adversaires, des super receveurs, des super coureurs, etc. Beaucoup plus que ce qu'a pu faire Revel dans sa conférence. Donc c'est ça aussi qui fait que alors évidemment qu'on va pouvoir sortir plein de contre-exemples de gars qui viennent de petites universités qui réussissent, Bien des sûr. joueurs qui viennent d'Alabama ou de Michigan qui ne réussissent pas, évidemment. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est assez rassurant. Un mec qui vient de Georgia, a priori, il est quand même bien formé, de gros adversaires en face, etc. Il a pu prouver sa valeur et c'est quand même plus rassurant. Voilà, c'est surtout ça, c'est pas le helmet, c'est voilà, Non, c'est des non, trucs comme ça. je suis d'accord avec toi et je pense que ton premier argument sur le système est très bon aussi, surtout sur les defensive backs, je trouve. Parce qu'un obstacle, ça reste un obstacle, tu vois. C'est l'encre de ta défense. Globalement, quel que soit le système, si tu étais un bon obstacle, normalement, ça devrait aller. Cornerback et safety, qui sont quand même le sujet de notre podcast, si tu es dans un schéma simplifié où on te demande de faire un ou deux trucs et que tu le fais très bien, tu peux te prendre un énorme mur en NFL. Donc, il n'y a pas beaucoup d'universités qui vraiment utilisent les defensive backs comme ils sont utilisés en NFL. Et je suis totalement d'accord avec toi que sur ces positions-là, vraiment, t'as toujours cette question de, OK, est-ce qu'il ne faisait pas ça parce qu'on lui demandait de ne pas le faire? Ou est-ce qu'il ne faisait pas ça parce qu'il est incapable de le faire? Et la réponse à cette question, elle est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je pense honnêtement que les scouts qui s'occupent defensive back, ils doivent, à mon avis, passer beaucoup de temps à parler aux entraîneurs. Alors, qu'est-ce que tu vois à l'entraînement? Qu'est-ce qu'ils donnent, etc. Parce que c'est dur. Sur un film, un mauvais système, ça peut flinguer un bon cornerback. Vraiment. Donc, c'est dur parfois d'identifier exactement le potentiel. Je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que dans le draft process, par exemple, c'est très important tout ce qui va être prodé, tout ce qui va être top 30 visites, même les observations au combine, parce que il faut pas croire que les entraîneurs de position vont dans ces événements les mains dans les poches juste pour rader les gars. Non, ils y vont avec, je trouve pas le mot, j'allais dire cahier des charges, mais disons qu'ils ont des notes. Alors, je vais observer par rapport à mon système, est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Et quand c'est un joueur que carrément tu peux inviter chez toi dans tes installations, évidemment que tu le mets dans les conditions de ton système de jeu, de ce que tu attends d'un defensive back. Et donc du coup, eh ben, c'est là que tu vérifies si il est capable de faire ceci, s'il n'est pas capable de faire cela, et ainsi de suite. C'est pour ça que tout ce pré-draft process est très important, et ça c'est vraiment un truc auquel on n'a pas accès du tout. Mais eux, attention, qu'ils vérifient bien tout ça. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est absolument fondamental. Et pour le coup, c'est ce qui rend cette position aussi complexe. Peut-être la position la plus complexe à scouter, selon moi, mais évidemment, il y a des arguments pour d'autres positions.
Et à jouer aussi. Hein, moi, je suis désolé. Alors, toutes les positions sont difficiles sur un terrain, évidemment. Alors, on va mettre de côté le poste de quarterback, évidemment. Mais ensuite, toutes les positions sont difficiles à jouer. Mais je pense qu'arrière défensif, c'est vraiment le pire. Le pire, parce que déjà, si tu fais une erreur, ça se voit tout de suite. Voilà, ça te donne Ouais. un touchdown ou un gros gain, ça se voit tout de suite. Et puis, tu es passif parce que tu sais pas ce qui va se passer. L'attaquant, lui, le receveur, il sait ce qui va se passer. Le jeu a été annoncé et tout. Lui, le cornerback ou même le safety, il sait pas. Donc, il doit y réagir. Et il doit réagir très vite. Et il doit y réagir contre la course. Il doit réagir en couverture, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, que ce soit... Ah, c'est super difficile, vraiment. Ces positions d'arrière défensif sur un terrain, il faut vraiment que les gars soient très intelligents. Et c'est pour ça que tu vois que, par exemple, Malakai Stark, qui fait pas un très bon combine, mais à mon avis, c'est pas grave parce qu'il compense tellement par son intelligence de jeu que c'est rassurant pour un staff NFL. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'un safety, je suis plus intéressé de savoir s'il est intelligent que de savoir s'il court le 40 yards en 4,31 ou en 4,34. Bon, là, je donne vraiment des bons scores, mais enfin, on se comprend. Donc, je suis assez d'accord avec toi. On va reculer un peu à la draft. On va aller vers des joueurs qui viseront plutôt le troisième, le quatrième tour, même peut-être un peu après pour certains, mais que nous, on considère comme étant des très bons joueurs. Et tu as décidé de partir du côté de Kansas State pour nous parler d'un joueur, peut-être lui un slot cornerback par nature, tu vas nous dire. C'est Jacob Parrish. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a séduit chez ce joueur? Alors je pense que oui, en NFL, il a surtout un avenir dans le slot parce qu'il manque un petit peu de gabarit idéal, même s'il est plutôt costaud quand même pour sa taille. Mais sinon, il a de l'expérience à l'extérieur aussi, à l'université. Donc quelque part, il peut faire les deux. Et puis on en voit d'autres, hein, des Trent McDuffie. C'est pas un monstre physique, hein, mais pourtant il joue à l'extérieur, il les joue très bien. Moi, j'aime bien Jacob Parrish parce que ben, il est plutôt rapide et vif. Voilà, c'est différent les deux, c'est-à-dire qu'il a la vitesse pour défendre la profondeur, mais il a également la vivacité pour contrer les changements d'appui d'un receveur dans le slot, etc. Donc, il est à la fois rapide et vif. Et puis lui, tu vois, je suis désolé, j'en parle souvent de l'âge, mais ouais, c'est important. Lui, il a eu 21 ans en février, donc il aura 21 ans toute sa saison rookie. Et là aussi, en termes de marge de progression, ben, ça te laisse espérer que entre ce qu'il montre déjà maintenant et il a à peine 21 ans, donc une marge de progression assez folle, tu te dis que dans 3 ans, ça peut être un solide titulaire NFL, voire plus, ça on ne sait pas, mais à minima un solide titulaire NFL. Donc moi j'aime bien son profil, il a beaucoup d'arguments à faire valoir. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as dit, il est petit mais costaud. C'est-à-dire que pour le coup, il est assez massif et massif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce côté utilisation du corps assez redoutable. Donc j'aime bien ça. Je pense vraiment. Bon, il y a un seul truc, il faut que tu travailles ses plaquages, mais l'avantage, c'est que c'est quand même quelque chose que tu peux travailler. C'est pas genre un intangible que tu pourras jamais atteindre. Mais globalement, je trouve vraiment que oui, il a le profil de ce slot cornerback qui sera tout de suite, je veux dire, qui peut contribuer jour un. Et on sait que les joueurs du troisième, du quatrième tour, c'est pas forcément des contributeurs jour un. Lui, il peut vraiment l'être. Donc j'aime bien le profil, honnêtement. Et c'est un joueur que j'avais moi aussi entre guillemets shortlisté et qui peut être une vraie bonne surprise. Pour ma part, je suis parti, alors toujours sur les cornerbacks, on reviendra un tout petit peu sur safety après. Je suis parti sur un autre profil, c'est le profil de Noel Williams, le cornerback de California, qui est en fait un joueur, comment dirais-je, je trouve qu'il dégage une confiance en lui qui est assez folle. C'est un joueur qui est imparfait. Il faut encore travailler le plaquage et il faut encore parfois qu'il est sur son jeu de zone qui n'oublie pas sa zone, ce qu'il a parfois tendance à faire. Mais maintenant que j'ai dit ça, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment une bonne utilisation de son corps, qui a vraiment des très bonnes mains et qui est surtout un incroyable défenseur contre la course. Et je voulais le mentionner parce que je trouve que trop souvent, on néglige le côté apport du cornerback dans la défense contre la course.
on a de plus en plus, d'année en année, c'est peut-être un peu moins vrai cette année, mais de cornerbacks qui sont catastrophiques au plaquage. On a eu quelques années là de vraiment de profils où on avait envie de se taper la tête contre un mur. Et du coup, je trouve que ce genre de joueur, bah, ça doit être mis en avant parce que quand même, si de base déjà, tu es un super cornerback en défense contre la course et qu'en plus tu as du talent contre la passe avec un vrai potentiel de progression qui est visible, bah, c'est le genre de joueur, oui, au troisième, quatrième tour, je me dis, bah, même troisième, je pense pas qu'il passe au troisième tour. C'est le genre de joueur où je me dis, bah, j'ai envie de tenter ça. Est-ce que toi, Nod Williams, c'est un profil qui t'a intéressé quand tu as pu le regarder? Oh, un peu moins que toi, je dirais quand même, mais moi je le vois plus un joueur du samedi, ouais, quatrième, peut-être cinquième tour. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est le type de joueur qui peut t'apporter dans une rotation en défense, évidemment, mais en plus de ça, il t'apporte aussi dans le jeu de retour, parce qu'il a de l'expérience pour retourner les coups de pied, donc ça c'est très précieux d'avoir un joueur comme ça. Déjà, tu le mets lors du camp en concurrence avec un ou deux autres retourneurs, et puis tu vois lequel fait l'affaire, et puis tu vois lequel tu mets pour les kicks, lequel tu mets pour les punts, etc. Donc déjà, il t'apporte cette dimension-là. Après, il t'apporte une dimension en défense. Mais voilà, ça va nécessiter un travail, une adaptation au système. Moi, je vois plus comme un joueur de rotation, mais justement, c'est de ça dont on parle. Voilà, là, on est en train de parler de bonnes affaires. Et du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant avec ces deux composantes. Ouais, je pense que on va dire que le risque est plus grand avec Nod Williams qu'avec Paris. Je pense qu'avec Paris, tu as un joueur NFL. C'est assez clair. Avec Nod Williams, il y a un potentiel cagade. Mais, je sais pas, je trouve qu'il y a... Ce qu'il arrive à montrer, malgré toutes ses erreurs, je me dis, s'ils arrivent un peu à en faire un joueur raffiné, je sais pas, moi je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Mais je peux comprendre les limites, pour le coup. On a encore un joueur dont on voulait parler et dont je pense que j'avais presque oublié et ça en dit beaucoup. Et tu me l'as rappelé en disant, oh là, bonhomme, on peut pas ne pas parler de lui et tu as totalement raison. Le sleeper peut-être par excellence, Malachi Moore. Malachi Moore, c'est un safety d'Alabama. Malachi Moore, c'était le capitaine de l'équipe en 2023 et en 2024. C'était donc, en termes de leadership, capitaine à Alabama, c'est pas rien. C'est pas rien pour le coup. C'est un joueur à qui on a demandé beaucoup de choses, qui est très intelligent. Après, il est exceptionnel sur aucun point de vue. C'est-à-dire, il n'est pas exceptionnel athlétiquement. Il n'est pas ultra rapide. Il n'est pas ultra puissant. Mais il est constamment bien placé. Constamment, il va contribuer à son équipe. Et du coup, au poste de safety, où on l'a dit, parfois l'intelligence peut compenser des déficiences physiques, j'arrive pas forcément à processer pourquoi je le vois systématiquement au cinquième et au sixième tour, là où certains joueurs de Penn State, par exemple, se retrouvent bien plus haut, alors que honnêtement, je suis pas sûr que le profil soit particulièrement plus séduisant. Qu'est-ce que tu vois, toi, Jean-Michel, chez Malachi Moore? Est-ce que c'est un bon résumé de dire bon partout, excellent nulle part? Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il occupait un poste comme ça un petit peu hybride une année à Alabama et puis l'émergence de Brian Branch et c'est Brian Branch qui reprend ce rôle parce que et Malachi Moore était toujours sur le terrain mais dans d'autres assignations mais parce que Branch est capable de faire davantage de différence, d'avoir beaucoup plus d'impact. C'est ça, c'est-à-dire qu'il sait tout faire en fait. Malachi Moore, il peut jouer en couverture, il peut défendre la course, tu peux le mettre en nickel, tu peux le mettre en free safety, tu peux même de temps en temps le déployer dans la boîte. Il sait faire, il sait tout faire, mais rien de façon exceptionnelle. Donc voilà. Après, pourquoi il va être derrière des gars de Penn State, Winston ou Reed, c'est parce que il n'a pas non plus le profil athlétique qu'ont ces gars-là. Ces gars-là sont plus grands, sont de meilleurs athlètes. Voilà, c'est pas le meilleur des athlètes.
Il aura 24 ans au début de la saison aussi. Donc, on a vu à Alabama tout son apport, toute son intelligence de jeu, mais que ce soit en termes athlétiques, en termes de marge de progression, etc. C'est pour ça que, même s'il est très bon, il est très bon, hein, moi j'aime beaucoup, il est très bon, mais moi je le vois à partir des choix compensatoires du troisième tour, tu vois, voilà, dans les 95, etc. Et puis quatrième tour, parce qu'il n'a pas une qualité évidente et qu'il manque un petit peu du gabarit, des qualités athlétiques et vraiment de faire de l'impact de façon très précise. Mais l'un dans l'autre, l'équipe qui va le prendre, franchement, ouais, ça va être une bonne affaire. Je suis assez d'accord avec ça. Écoute, Jean-Michel, on est pour une fois assez rapide, toi et moi, par rapport au format. On a encore 3-4 minutes devant nous. Est-ce que ça te dit qu'on fasse justement un des deux de Penn State? Et s'il y a un des deux dont tu as envie de parler dans les deux safety de Penn State, entre Winston et Reed? Bah, celui-là qui intrigue le plus, c'est Winston, parce que Ouais. quand même, il a un profil physique incroyable, mais le problème, c'est qu'il s'est blessé. Donc, du coup, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un petit peu comme pour Will Johnson. Je pense que si Kevin Winston Jr. n'avait pas eu cette blessure en 2024, sans parler des conséquences des séquelles, mais juste pour parler qu'il aurait prouvé en 2024, et il aurait été peut-être même un choix du top 50, parce que s'il suivait la même courbe de progression, on aurait dit wow, quel safety. Voilà, et ça, il n'a pas pu le montrer. Donc forcément, c'est un profil très intrigant. Moi, en fait, alors, attention, la minute médecin de dimanche. Mais sa blessure, c'est les ligaments. Et j'ai l'impression que dans la NFL moderne, ils reviennent tous des ligaments comme s'ils avaient jamais été blessés. Alors, il y a sûrement des contre-exemples et je trouve par exemple qu'un cornerback se remet bien plus des ligaments que de la hanche, par exemple, où ça peut faire des problèmes. Je, je dois avouer que j'aime bien aussi parce qu'en fait, le côté athlétique, tu as dit, incroyable au plaquage. Vraiment, je pense que c'est le meilleur plaqueur. Je pense vraiment que c'est le meilleur plaqueur de tous les defensive backs qu'on a. Et je pense extrêmement intelligent. Je sais que paradoxalement, certains préfèrent le profil de son coéquipier. C'est pas un playmaker, Winston. Il va pas te faire 10 interceptions dans la saison, il va pas t'intercepter toutes tes passes qui traînent, etc. Mais il est en fait, tellement imposant sur le terrain que vraiment ça force et c'est un joueur assez polyvalent et assez extraordinaire. Donc je pense que c'est un joueur qui risque de descendre, probablement fin de troisième tour, début de quatrième. Dans les choix compensatoires de troisième, tu sais, t'es toujours au troisième tour et t'es au choix 872 parce C'est que ça. il y a un tel qui a un choix compensatoire. Bon bref, je pense que vraiment lui il faudra peut-être un an, j'en sais rien, je sais pas dans quel état physique il est, tu vois. Mais je trouve que je suis un peu comme toi. S'il a pas cette blessure, c'est à mon avis un joueur qui est forcément au second tour. Donc du coup, c'est un peu comme Nakobe Dean, si vous voulez. Parfois, il faut juste une équipe qui prend le risque. Et puis après, voir ce que ça donne. Bon, bah, je pense qu'on a fait un tour assez complet de cette position. On rappelle qu'il reste encore les pass rushers à venir. Et ensuite que nous avons la draft qui est, alors je parle sous le contrôle de Jean-Michel, mais c'est le jeudi 24, si je Ouais, ne dis c'est pas dans de une bêtises. semaine. Voilà. C'est exactement dans une semaine. Tu participeras au live pour ta part? Ah, au premier tour. Ouais, ouais. Au premier tour. Bon, moi, je serai absent cette semaine-là, parce que évidemment, ça tombe pendant les vacances scolaires et c'était un petit peu compliqué. Mais évidemment, vous retrouverez Greg, vous retrouverez Niti, Tonio, Cyprien, enfin toute l'équipe. Vous êtes habitués maintenant. Merci à tous. Merci Jean-Michel. Merci Victor. Allez, bonne journée tout le monde et rendez-vous dans une semaine. Rendez-vous dans une semaine, 7 dodo, et vous serez à la draft. Merci à tous. Salut, salut! Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur
Attention Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. Here are the top 3 reasons to use Stamps.com to manage your business's mailing and shipping. Number 1, save time and money. If you're a lawyer, accountant, realtor, or any profession that requires sending a lot of stuff, your time equals money. Number 2, it's simple and easy to use. Stamps.com makes it easy to track all your mailing and shipments, manage contacts, and report on how much you send and spend all in one place. You can also schedule free package pickups instead of leaving your office to wait in line. Number 3, reliability. More than 4 million customers have trusted Stamps.com. They've been in business for 28 years, and on average, they print over 380 million pieces of postage each year. Let Stamps.com do what they do best, so you can put time and money back into what you do better. Go to Stamps.com/audio to sign up for a special offer. There's no contract required, and you can cancel anytime. That's Stamps.com/audio.